Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ma page. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement et de soutien. Surtout, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo si vous avez aimé. Pourquoi il est important de connaître le type de catégorie? J'ai des amis qui aujourd'hui ont eu des problèmes pour graduate parce qu'ils ont fait des erreurs. Ils n'ont pas compris ce que les universités demandaient comme critères. Parce que lorsque tu veux peut-être avoir ton PhD ou bien parfois ton master même, on peut te demander une publication, mais dans un journal spécifique. Donc, il y a des universités qui vont te dire qu'ils ne veulent pas d'articles avec des impact factors inférieurs à 5. Donc, il faut comprendre d'abord ces indicateurs avant de te lancer dans la sélection de l'article. C'est pour ça que j'ai trouvé important de faire d'abord cette première partie. Parce que moi, j'avais un ami, il a eu à publier son article dans un journal Q2, mais l'impact factor était 4. Pourtant, l'université demandait seulement un journal, impact factor pas inférieur à 3, mais Q1. Lui, il allait publier à 4, il a vu l'impact factor, il s'est dit que ça suffisait, alors qu'il fallait prendre en compte aussi le quartile. Donc, dans cette partie, j'ai essayé de catégoriser en fonction de plusieurs critères. Premier critère, c'est l'aspect financier, naturellement. Deuxième critère, c'est en fonction des index. Le troisième critère, c'est en fonction du type d'article en lui-même. Donc déjà, quand on parle de l'aspect financier dans des journaux où il faut payer. Il y a des journaux où il ne faut pas payer. Maintenant, les journaux où il faut payer, on les appelle généralement les open access. Les journaux où il ne faut pas payer, on les appelle les journaux with subscription. Mais on rencontre aussi des journaux qui donnent la possibilité de payer ou de ne pas payer. Ces journaux, on les appelle généralement les journaux hybrides. Ce sont des journaux qui donnent la possibilité de publier en payant ou publier juste gratuitement par subscription. Et ici, je vais présenter dans cette partie les avantages et les inconvénients de chaque type de journal. Le journal Open Access va simplement te demander de payer une certaine somme, ce qu'ils appellent généralement Article Processing Charge. Ce sont juste les frais de publication. Si ton document est accepté, bien sûr. Premier avantage, on a la visibilité. Visibilité, pourquoi visibilité? Parce que ton document est accessible gratuitement à tous. Ça va te donner une visibilité auprès des autres chercheurs aussi. Ça va aussi te donner une visibilité par rapport à tes travaux. Le deuxième avantage, c'est que en ligne, les gens, en essayant d'exploiter tes données ou bien d'exploiter même tes travaux, seront obligés de te citer le nombre de citations de ton article va augmenter. On a le coût élevé, parfois les frais de publication sont très élevés, on peut aller jusqu'à $3,500, $4,000, ça varie généralement entre 100 et $3,500, donc vous voyez que c'est pas à la portée de tout le monde. Et aussi, on a ce qu'on appelle les éditeurs prédateurs. Ils sont seulement là généralement pour se faire de l'argent. Ils vont te demander de payer, mais ils ne sont pas stricts dans la qualité des documents. Parfois aussi, le délai de mise en ligne est un peu souvent long. Ça, c'est aussi un autre petit inconvénient des Open Access Journals. Là, on a beaucoup d'avantages. On a aussi beaucoup d'avantages. D'abord, tu ne payes rien. C'est gratuit pour publier, si ton document est accepté, bien sûr. Ils sont plus vigilants, comme un autre avantage. Ils sont plus vigilants dans la qualité du document. Parce que c'est gratuit, donc ils ne vont pas accepter n'importe quel document. Et vous allez vous rendre compte que généralement, le taux d'acceptance, c'est-à-dire le taux d'acceptation des papiers au niveau des subscription journal est très bas comparé au Open Access. Généralement, là-bas, c'est très élevé. Comme inconvénient, c'est que les articles ne sont pas disponibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu publies ton article dans un journal avec l'option subscription, tout le monde n'a pas accès à ton article. Et si tout le monde n'a pas accès à ton article, tu auras moins de citations. D'accord? Et aussi,
Généralement, ils sont très vigilants et rigoureux sur la qualité du document. Donc, dans ce tableau, j'ai essayé de faire une petite comparaison entre les open access et les subscriptions. Bon, ici, les critères de comparaison, on a l'accessibilité, on a les frais de publication, on a le readership, ce qui concerne le nombre de citations, on a le quality control, donc la qualité des reviewers, et on a aussi la crédibilité ou bien le prestige du journal en question. Je vais reprendre deux cas de figure par exemple. Si ce sont des journaux prédateurs, donc ceux qui sont là pour se faire de l'argent, non, ils vont pas vraiment réviser ton document à fond. Alors que si c'est un journal sérieux, un peu comme Pinnacle, Impact Factor 11, non, même si c'est open access, je vous assure, vous allez payer, mais on n'accepte pas n'importe quoi là-bas. Ou bien GCB, Global Change Biology, c'est simple. C'est la qualité des documents qui sont publiés dans ces journaux sont vraiment très élevés. La deuxième catégorie parle des comparative index, ok? Ici, ils ont fait une certaine classification des journaux, du premier au dernier. Et là, on va parler des deux principaux index qui sont utilisés, c'est-à-dire l'impact factor. On va aussi parler des quality score, ok? Ce que je peux dire de façon générale sur l'impact factor, c'est que il a été créé par Eugene Garfield, qui a été le premier scientifique à avoir eu l'idée de classifier les journaux. Bon, l'impact factor a une très grande variabilité, c'est que dans certains domaines, il sera très élevé et dans d'autres, il sera vraiment bas. Bon, par exemple, ici, on a des impacts facteurs très élevés quand il s'agit de la cancérologie, de la gastrologie, de l'immunologie. Mais quand on va par exemple parler des mathématiques, de la pédiatrie, ou bien même de l'écologie, ce sera très faible. Donc, c'est pas parce que vous voyez un impact facteur 3 au niveau des mathématiques, vous allez vous dire que le journal là est un petit journal. Non, c'est relatif. Ne vous fiez pas aux chiffres. Fiez-vous au classement des journaux, mais en fonction du domaine. L'impact factor se calcule en utilisant le nombre de citations. J'ai pris un exemple, en utilisant le nombre de citations reçues en 2018 d'un journal donné. Par exemple, je vais prendre le journal Catena. Quel est le nombre de citations totales qu'ils ont eu en 2018? Des articles publiés en 2016 et en 2017. Okay? Maintenant, on va diviser ça par le nombre d'articles qu'ils ont publiés dans la même année en 2016 et en 2017, dans la même année. Les impact factors varient d'une année à l'autre. Par exemple, ici, on a les impact factors de PhD Journal entre 2014 et 2021. Et vous vous rendez compte qu'en 2014, ils étaient à 2,4 comme impact factor et ils sont montrés à 2021 à 3,01. Chaque année, il y a une classification qui est mise à disposition du public pour savoir quelle est la progression des journaux. Le deuxième index que j'essaie de présenter ici, c'est le Quality Score, ce qu'on appelle généralement les journaux Q1, Q2, Q3, Q4. Le Quality Score te permet de catégoriser le journal en fonction de son domaine, ok? Mais ici, il te dit si oui, dans ce domaine, ce journal correspond à la catégorie Q1, qui est la catégorie highest, dans le top, Q2, c'est-à-dire moyennement, Q3, moins moyennement, Q4, là, il ne concerne pas. Donc, c'est une catégorisation qui prend en compte seulement les journaux du même domaine. Parfois, un journal peut publier dans plusieurs domaines. La plupart du temps, il publie dans plusieurs domaines. Et là, j'ai pris un exemple, par exemple, de PhD, où on se rend compte qu'il publie dans le subject agriculture, biochemistry, médecine et neurosciences. Et vous allez vous rendre compte qu'en fonction de chaque type ou chaque domaine où ils publient, ils n'ont pas les mêmes catégories. Donc, dans la troisième catégorie, on a les journaux SCI et les journaux non SCI. Les journaux SCI, généralement, on les appelle aussi les journaux de catégorie A. Ils ont l'impact factor et le quality score. Vous n'allez jamais trouver un journal qui n'a pas l'impact factor et qui n'a pas aussi son quality score.
Tous les journaux qui ont l'impact factor ne sont pas forcément de catégorie A. Donc il faut vérifier si ils ont aussi le quality score. Je vais mettre dans la barre de description le lien d'un site qui va vous permettre de vérifier si le journal est sérieux ou pas et de connaître quelles sont les caractéristiques d'un journal. Okay? Ce lien, vous pouvez mettre n'importe quel type de journal, il va vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et vous allez souvent aussi rencontrer des journaux où on met NA. D'accord, ça veut dire not applicable parce qu'ils n'ont pas encore été évalués. Donc du coup, on ne peut pas les attribuer encore un index. Ok. Là-bas, généralement, c'est des journaux qui viennent d'ouvrir ou des journaux qui ne sont pas encore prêts à aller à l'évaluation, qui sont encore en train de mettre en place leur procédure et tout, leur process. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je parle des critères à prendre en considération pour sélectionner un journal. Je vais prendre ici 4 critères. Déjà, le premier critère, c'est le délai de publication. Si tu as 4 ans d'études dans ton PhD et tu es arrivé à la deuxième année, on te demande 3 articles. Lorsque tu sais que pour publier un article, c'est généralement entre 2 mois à 6 mois, en fonction du journal. Le délai de publication est une information très importante et capitale même. Il y a certains journaux, ils vont te dire que d'abord, avant, pour te donner ce qu'on appelle le first decision, il faut par exemple 2 mois. Le first decision, ça veut dire que le journal a pris ton document. Ils sont en train de regarder la qualité, évaluer s'il n'y a pas de similarité avec d'autres travaux. Bref, ils vont faire le checking. Et chez d'autres, ça prend 2 mois ou bien 3 mois. Ce qui est pratiquement le temps nécessaire déjà pour publier dans certains journaux. Donc, c'est une information capitale. Dans le délai de publication, vous avez aussi ce qu'on appelle le review speed. Le review speed, c'est le temps mis par le journal pour que le document soit disponible en ligne. C'est-à-dire ton document est accepté et c'est under review. Certains journaux vont te dire que c'est pas moins de 6 mois, d'autres même c'est 1 an. J'ai même vu des articles qui ont pratiquement fait 2 ans de révision. Ce sont des journaux qu'il faut éviter si tu n'as pas le temps. D'accord? Ou bien si tu es pressé là. Non, il faut éviter ce genre de journaux. Parce qu'ils prennent énormément de temps et toi, ça peut te faire, par exemple, échouer. Mais ça peut te faire rater une opportunité. Et il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en considération, c'est le Online Article Publication Time. Bon, là, généralement, ça dépend de l'université parce que lorsque ton document est accepté par un journal, on va te signifier que ton journal est accepté. Mais certaines universités n'acceptent pas ce message-là. Ils veulent voir ton article en ligne. Tant que ton article n'est pas en ligne, tu ne passes pas, tu es échoué. Dans d'autres universités vont accepter, ils vont te dire, ok, si le journal t'a envoyé ce message que bon, voilà, ton document a été accepté et validé pour publication, ça suffit. Mais d'autres universités n'acceptent pas ça. Donc, le délai de publication est très important lorsque tu veux sélectionner un journal. Le deuxième critère que je prends en considération et que je trouve important sont les frais de publication et le taux d'acceptation. Les frais de publication, c'est bien sûr l'argent si tu dois payer ou pas. Le taux d'acceptation du journal, c'est quel est le pourcentage d'articles qu'ils acceptent. Généralement, vous allez vous rendre compte que dans les open access, c'est plus élevé, alors que dans les journaux, les subscription journal, c'est très bas. C'est généralement autour de entre 8 à 13%. Alors que dans les open access, on parle à 35, 36%, voire même. Donc, pourquoi les frais de publication? Parce qu'il y a certains professeurs, tu vas aller soumettre ton document dans un journal où il faut payer. Il te dit qu'il n'a pas l'argent. Carrément, il te dit qu'il n'a pas l'argent. Bon, à tort ou à raison, je ne sais pas trop. Il te dit qu'il n'a pas l'argent pour payer. Moi, je me souviens, j'ai soumis un article dans un open access lors de mon programme de PhD et on avait mis l'article under review. Mon superviseur a écrit à la maison d'édition pour dire qu'on doit withdraw, donc c'est-à-dire retirer le document. Pourquoi? Parce qu'il a vu les frais de publication, c'était dans les $2500. Il a dit qu'il n'a pas l'argent. On a withdraw le document alors que c'était là-bas, ils sont rapides pour le first decision. Ils ont withdraw le document.
Dans certaines universités, on va te dire on veut seulement le premier article de type Q1. On va te dire on veut 3 articles seulement, un pas factor, pas moins de 4. Donc, tous ces index-là, il faut comprendre. Et c'est en fonction de ça, tu vas donc décider si tu veux SCI ou pas. Moi, je prends mon exemple. Dans mon université où j'ai fait mon PhD, on me demandait seulement un seul article. Donc, j'avais le choix de publier dans un seul journal, SCI, et dans les autres journaux, si je veux, je mets dans ce que je veux, quoi. Ça me regardait, c'était pas un problème. Donc, en fonction des requirements, c'est-à-dire des obligations que tu as durant ton PhD, tu dois savoir si tu peux prendre un journal SCI ou pas. Le dernier critère le plus important, c'est de pouvoir savoir si le journal ou la revue que tu as sélectionné traite des mêmes thématiques de tes travaux. En fait. Donc pour ça, je vais vous donner 2 astuces. Je pense que si vous avez attendu si longtemps, c'est pour avoir ces 2 astuces-là. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les fan journals. Les fan journals, ce sont les sites où ils vont vous demander un certain nombre d'informations. Ils vont vous demander par exemple quel est le titre de votre article. Ils vont demander d'insérer l'abstract. Ils vont demander par exemple aussi même les keywords. Et en fonction de ces informations, de ces données-là, ils vont chercher des journaux qui correspondent plus ou moins à votre travail. Moi, je dis ça marche généralement à 70%. Et j'ai mis dans la barre de description 3 liens qui peuvent vous aider à trouver ces sites internet-là. J'ai déjà utilisé ces sites, donc ils sont fiables. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement d'aller dans la barre de discussion et de regarder tous les auteurs avec qui vous avez comparé vos résultats. Pourquoi aller dans la barre de discussion? Tout simplement parce que dans la barre de discussion, c'est où tu présentes la différence ou bien les similarités entre tes travaux et les travaux antérieurs. Et là-bas, tu vas te rendre compte qu'il y a des auteurs que tu as utilisés. Tu as utilisé pour comparer tes résultats ou bien pour affirmer ou confirmer certaines informations que tu as développées. Et ces auteurs-là ont publié leurs travaux dans des journaux. Généralement, dans la liste des journaux dans lesquels ils ont publié leurs travaux, va te donner une information et une indication fiable sur dans quel journal tu peux publier. Maintenant, le problème est de savoir si ton travail est au standing du journal en question. C'est pas parce que tu as forcément comparé tes résultats à quelqu'un qui a publié son article dans Impact Factor 10. Ça veut forcément dire que toi aussi tu peux aller publier dans Impact Factor 10. Non. Il faut être raisonnable et savoir quel est le standing de ton article. Je me rappelle encore, il y a quelques semaines, une amie m'a appelé pour me dire qu'elle a son article, qu'elle ne sait pas dans quel journal elle peut soumettre. Premièrement, j'ai d'abord voulu avoir les informations préliminaires, c'est-à-dire le contexte, si son superviseur peut payer, quelle est la période où elle doit en principe finir ses études et tout et tout. En fonction de ça, elle et moi, on a évalué quels sont les journaux qu'on pouvait utiliser pour publier son article ou bien pour soumettre son article. Et là, je lui ai dit, bon écoute, ce qu'on va faire, va dans la section discussion. Tu pars dans la section discussion, tu recenses tous les auteurs et tu identifies dans quel journal ils ont publié leur article. Donc, ce qu'elle a fait. Et à la fin de cette petite évaluation, on a pu décider où soumettre son document.